En fait, l'objectif de l'atelier, c'est de faire découvrir les alternatives à la paille aux agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent de la paille, mais il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent être utilisées et qui coûtent aussi moins cher. Les paillettes de chanvre qui sont utilisées par les éleveurs, au moins un éleveur en Corrèze. La balle de riz aussi, utilisée par différents éleveurs en bovin viande notamment. La sciure, très prisée. Les copeaux de bois qui peuvent être soit produits sur l'exploitation ou alors achetés en plaquettes notamment. On a un éleveur qui utilise du sable dolomitique ou du sable pur. Et puis d'autres éleveurs qui utilisent de la dolomie en sous-couche. Ce qui est mis en place sur les exploitations, c'est principalement du miscanthus ou du switchgrass dans le but d'être autonome au niveau des exploitations agricoles et pour limiter l'achat de paille à l'extérieur. Le semi-direct permet de cultiver sans travailler le sol, donc de préserver la biodiversité et l'environnement. Le principe, c'est je pose ma graine sans jamais travailler le sol. J'ouvre un petit peu la terre, je pose ma semence et je referme derrière. Finalement, on n'a plus jamais de temps mort dans la photosynthèse. Donc on a accéléré la croissance des végétaux, peu importe leur cycle, ce qui fait qu'on n'est jamais coincé avec la sécheresse parce que c'est la plante qui climatise la terre. On s'est rendu compte que c'est le mélange des plantes et notamment autour des trèfles que réside la clé de construction des nouveaux itinéraires techniques agricoles. Notre travail, c'est de réussir à se faire succéder les plantes sans qu'il y ait de concurrence et à réussir les récoltes globalement. Donc comment on fertilise, comment on sème, à quelle profondeur, quelle génétique. Il faut intensifier la photosynthèse, c'est ça le maître mot du débat qu'on mène. L'idée, c'était de montrer l'importance de la vie du sol et donc pour cela de la limitation du travail du sol, pour le développement des cultures et pour la bonne valorisation des effluents d'élevage derrière. Les effluents d'élevage, c'est vraiment ce qu'on a à portée de main et de manière entre guillemets gratuite, donc c'est un avantage économique indéniable. Et ensuite, on est sur des cycles vertueux d'agronomie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va apporter de la matière organique au sol et notamment du carbone, indirectement on apporte aussi de l'azote à moyen terme. On peut donner un exemple tout simple, on sait qu'un fumier de bovin allaitant, ce qu'on a le plus couramment dans notre département, dans chaque tonne de fumier on a 5 unités d'azote. Donc quand on épand 20 tonnes à l'automne, on sait qu'on a à peu près 25 unités avec la minéralisation qui va être disponible pour la culture suivante. On peut entretenir des cultures avec quasiment pas ou très peu d'intrants extérieurs. Si c'est bien placé et sur un sol vivant, encore une fois, pour qu'il y ait suffisamment de vie microbiologique dans le sol et de vie de champignons du sol pour dégrader cette matière organique et rendre disponibles les éléments pour les cultures derrière. La première chose à faire quand on fait du sur-semis de prairie, c'est d'abord de faire le diagnostic de la prairie. Si on constate qu'il n'y a que 30% de trous, on peut partir du principe qu'en changeant rien que les pratiques de l'agriculteur, il peut redensifier sa flore et regagner le potentiel de sa prairie. Si on a 50% de trous ou d'espèces qu'on va dire indésirables, non productives, là on peut passer sur du sur-semis de prairie. Et si on a une dégradation qui est trop forte, qui est de l'ordre de 70% ou plus, on va carrément refaire complètement la prairie. On parle souvent de 2 dates pour faire du sur-semis, soit début de printemps, soit fin d'été. Fin d'été, on est sur des cycles qui sont moins agressifs de la prairie qui est en place, donc on va les privilégier. On va faire pâturer juste avant ou le broyer pour que le végétal ait du mal un peu à repartir le temps que la graine s'installe. Quand on va mettre une graine dans un sol qui est chaud et humide, elle va germer très rapidement et elle va pouvoir se développer rapidement. Il faut privilégier des outils qui ont des interrants qui sont faibles. C'est-à-dire que plus l'interrant est faible, plus il a de chances de passer dans le trou, ou carrément un semis en pluie. Là, on est sûr de semer dans les trous de la prairie. Face au changement climatique, on s'aperçoit qu'on a des conditions particulières pour pouvoir semer ou pas pouvoir semer justement à l'automne. Et donc, c'est montrer aux agriculteurs qu'avec des petites méthodes simples, en mettant du métail comme base fourragère, associée à une prairie, on peut sécuriser l'implantation et les récoltes futures sur le printemps. Ici, on a utilisé du blé, du triticale et de l'avoine, qui sont des semences qui ont été fournies par des agriculteurs. Et on a additionné du pois et de la vesse. Donc ça, c'est les choses qui marchent plutôt bien. On peut rajouter du seigle aussi, qui va avoir une précocité accrue, donc il va avoir une fauche plus précoce si on veut conserver de la valeur. Et puis on peut ajouter aussi de la févrole lorsqu'on est en dessous de 500 mètres d'altitude, qui va résister au froid et aux problèmes d'implantation en hiver. Donc ça, c'est pour la base métail. Sur la base légumineuse, on a des luzernes et des trèfles violets et des trèfles blancs qui ont été mis en place. Et ensuite, sur les graminées, on a une base régras qui, elle, va conforter le stock au démarrage.
et ensuite sur l'automne. Et pour la phase estivale, on a des fétuques élevés, des dactyles et des fléoles qui vont venir complémenter la pousse, la deuxième exploitation par les fourragères. En mettant ces systèmes en place, des prairies sous couvert de métail, on sécurise l'installation et on gagne au minimum 3 tonnes sur la première coupe au printemps de fourrage.